Bonjour à tous, bienvenue dans le décryptage de la rédaction, aujourd'hui présenté par Sasa. Ce sera la dernière émission en lien avec la convergence internationale de permaculture qui s'est déroulée début décembre à Taïwan. En plus de réunir près de 300 permaculteurs des 4 coins du monde, ce fut aussi l'occasion pour les Taïwanais de faire mieux connaître Taïwan, et ce, dans toute sa diversité, dont les cultures autochtones, qui présentent d'ailleurs certains points communs avec la permaculture, notamment le fait de vivre en interaction avec le reste du vivant et ne pas s'opposer à la nature qui serait coupée des êtres humains. Étant donné que la convergence s'est déroulée dans le village Rukai de Taromak, dans le comté de Taidong, les participants ont pu découvrir la culture Rukai et comment elle s'inscrivait dans son environnement. J'ai fait une émission à ce sujet dont je remets le lien sur le site de RTI. Il y a aussi eu plusieurs conférences sur les cultures autochtones et je vous parlerai aujourd'hui de 2 de ces conférences, l'une sur la sagesse des Bunun en lien avec la forêt et l'autre sur la sagesse des Tao, que l'on appelle aussi Yamé, sur l'île aux orchidées en lien avec l'océan. Tout d'abord, Zheng Han-wen, qui a consacré sa vie à l'éducation dans des villages défavorisés et à la transmission des savoirs autochtones, a souhaité partager sa passion pour la culture Bunun. Les Bunun sont l'une des 16 ethnies reconnues à ce jour par le gouvernement taïwanais. Ils sont environ 60 000 et sont répartis dans les montagnes de Nantou, Hualien, Taidong, Kaohsiung et Taoyuan. Zheng Han-wen a tout d'abord souligné les liens intimes entre les Bunun et leur environnement naturel. Ils considèrent traditionnellement les montagnes comme leur père et les rivières comme leur mère. Le figuier banyan, un magnifique arbre aux racines aériennes qui peut devenir très très grand, est considéré comme un arbre sacré par les Bunun. Ils ont de nombreuses légendes qui parlent des arbres. Par exemple, dans l'une de ces légendes, le pin a décidé de ne pas trop grandir pour offrir ses branches aux Bunun afin qu'ils puissent faire du feu. Les arbres sont considérés comme des membres de la famille et il y a une relation mutuelle d'entraide. En contrepartie des ressources que les arbres peuvent fournir aux Bunun, les Bunun doivent les protéger. Quant à leur nourriture, comme pour de nombreuses autres ethnies autochtones à Taïwan, l'aliment de base est le millet. Selon une légende, les graines de millet sont issues de la constellation d'étoiles qui peuplent le ciel à la nuit tombée. Étoiles qui rappellent aussi les yeux des ancêtres qui regardent les villageois avec bienveillance. Zheng Han-wen a aussi évoqué les légendes Bunun autour des serpents, dont nous allons bientôt parler dans une émission spéciale pour la nouvelle année lunaire du serpent, donc je n'entre pas trop dans les détails ici. Mais pour résumer, la morale de ces légendes est que si les Bunun ne traitent pas bien les animaux et les plantes, qui sont comme des membres de leur famille, leurs esprits pourront se venger. Les Bunun ont traditionnellement une conception du temps qui est circulaire, rythmée par diverses cérémonies, rituels et festivals liés à la récolte de différentes plantes. Autrefois, ils n'avaient pas d'écriture, mais leur calendrier était représenté comme une fresque avec des dessins. Les Bunun cultivaient le millet sur brûlis et plantaient une certaine espèce d'arbre qu'ils coupaient juste avant de planter leur récolte pour que celle-ci soit plus fertile. Les colons japonais ont étudié le processus chimique et ont confirmé que couper cet arbre dégageait de l'azote, un élément nutritif essentiel à la croissance des cultures. Ces savoir-faire traditionnels, empiriques, mais prouvés scientifiquement, ont beaucoup impressionné les Japonais à l'époque, mais ils sont quasiment oubliés aujourd'hui. Zheng Wenhan nous a aussi appris que les fruits du Sapindus saponaria, qui sont connus pour pouvoir servir de savon, permettent aussi de stopper le développement des larves de moustiques quand on les met dans l'eau. Très bon à savoir. Dans la culture Bunun, de nombreuses plantes ont aussi des vertus pour chasser les mauvais esprits qui se matérialisent par les maladies. Ces rituels exorcistes ou chamanistes ont toutefois eux aussi quasiment disparu. Quant à la chasse, elle est souvent considérée comme quelque chose de cruel en Occident de nos jours, mais comme je l'ai expliqué dans le décryptage sur le village de Taromak, pour les autochtones de Taïwan, elle comporte une dimension de respect. Si les Bunun accrochent au mur les mâchoires des sangliers qu'ils ont chassés, ce n'est pas pour se targuer de les avoir tués, mais pour se rappeler de les remercier de s'être sacrifiés pour permettre aux humains de continuer à vivre. En outre, les chasseurs ont une grande connaissance de la forêt et les Bunun savaient à quelle saison consommer tel ou tel animal pour éviter de mettre en péril leurs espèces. Zheng Han-wen a aussi souligné que les Bunun, dans leur culture, ne se voient pas comme des surhommes, mais bien au contraire, ont un point de vue humble sur eux-mêmes,
comme en témoigne une légende selon laquelle les Bunun seraient les descendants des Bouziers, ce qui rappelle qu'après la vie, nous revenons à la terre. D'ailleurs, les Bunun ajoutent parfois le mot taki, qui signifie littéralement bouse de vache, devant leur prénom en signe d'humilité. Ces traditions ont commencé à se perdre pendant la colonisation japonaise au début du XXe siècle. Certaines se perpétuent, mais comme les Bunun en ont oublié l'origine, cela peut prendre des formes un peu étranges. Par exemple, lorsque les Japonais ont commencé à déforester Taïwan, les Bunun posaient une pierre sur chaque souche pour que les dieux ne voient pas les larmes de l'arbre. Alors aujourd'hui, certains mettent un casque de moto sur les souches, mais ce n'est pas du tout pareil. Quand on pose une pierre, cela permet de conserver l'humidité et donc de nouvelles branches vont pousser à partir de cette souche, alors que ça ne marche pas du tout avec un casque. Comme en permaculture, les Bunun plantaient des associations de plusieurs plantes pour éviter les insectes par exemple. Le fait de récolter le rotin de temps en temps dans la forêt permettait aux autres arbres de ne pas être étouffés. Les Bunun vivaient en harmonie avec la forêt selon le concept de Satoyama qui vient du Japon mais qui existe aussi ailleurs. Pour Jung Han-wen, aujourd'hui, les humains ne protègent plus les autres espèces vivantes, n'écoutent plus les dieux et courent ainsi à leur perte, selon la sagesse des Bunun. Mais le temps est circulaire pour les Bunun et cela permet de voir le futur dans le passé. C'est la raison pour laquelle il espère que les jeunes générations s'intéresseront au savoir de leurs ancêtres pour en retenir ce qu'il y a de positif. Dans une autre conférence, Wang Guiqing, Siaman Misiwa, a parlé de la sagesse de l'ethnie Tao, ou Yamé, qui vit sur l'île aux orchidées. Il ne reste plus qu'environ 5000 Tao à l'heure actuelle. Si vous écoutez régulièrement RTI, vous les connaissez sûrement déjà à travers les décryptages de Florian Daille sur l'ethnologue française Véronique Arnaud qui a consacré sa vie à l'étude des Tao. Siaman Misiwa, qui est né à l'île aux orchidées, a travaillé à Taidong et a été instructeur de plongée sous-marine. Il est retourné vivre sur son île en 1995 et milite depuis pour la préservation de l'environnement et de la culture. Il a visité 2 fois les Philippines à 10 ans d'intervalle et s'est rendu compte qu'en l'espace d'une décennie, les jeunes Philippins avaient perdu énormément de savoir et ils ne savaient même plus comment construire les pirogues. Cela l'a poussé à documenter le processus de fabrication des pirogues traditionnelles de l'île aux orchidées que les Tao appellent tatala et qui sont si emblématiques de leur culture. Siaman Misiwa a raconté que quand il était petit, son père le conduisait dans la forêt et lui apprenait le nom des arbres. Il leur parlait aussi. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, il a appris à connaître son environnement. C'est seulement quand lui-même a eu un enfant qu'il a réalisé l'importance de cette transmission. Son père marquait certains arbres du signe de leur famille et s'en occupait, mais il ne disait jamais que c'était pour construire une pirogue ou une maison. Cela aurait pu heurter l'esprit de l'arbre. Les tatalas sont construits sans clous en métal, ils sont entièrement en bois, et il y a un bois spécifique pour chaque partie. Aucun morceau de bois n'est gaspillé. Après la construction du tatala, les morceaux qui restent servent à fabriquer des ustensiles pour la cuisine. Construire une pirogue prend 2 à 3 mois, mais Siaman Misiwa a surtout parlé de ce qu'il faut faire au préalable. Déjà, il faut récolter une très grande quantité de taro parce que lors de son inauguration, la pirogue doit en être entièrement recouverte. Sur l'île aux orchidées, alors que les hommes pêchent et construisent des bateaux, ce sont les femmes qui sont chargées de cultiver le taro. Lorsqu'une épouse prévient son mari qu'elle a suffisamment de taro, celui-ci comprend que c'est le moment de construire une pirogue. Et il y a de nombreux tabous. Par exemple, pendant la construction, il ne faut pas prononcer le nom des différents types de bois que l'on utilise, car selon les croyances, cela pourrait donner des informations aux esprits malveillants. Il y a des paroles rituelles à prononcer lorsqu'on assemble les différentes parties du bateau. Et il est important que les 2 côtés aient exactement le même poids pour assurer l'équilibre de la pirogue sur l'eau. Ce sont des savoir-faire très précis. Avant de la mettre à l'eau pour la première fois, les hommes doivent soulever la pirogue tous ensemble, la lancer en l'air et la rattraper, comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur notre site.
Pour terminer, Siaman Misiwa nous a raconté que quand il était petit, il a vécu dans une maison traditionnelle de l'île aux orchidées, c'est-à-dire à demi enterrée pour résister au typhon. Maintenant, il n'y en a presque plus, ou simplement pour les touristes. Mais j'espère quand même un jour pouvoir aller sur l'île aux orchidées faire un reportage sur cet habitat vernaculaire pour l'émission Les joies de l'éco-construction. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Musique Punon. Mas bilis kinalahan